dernière fois le cours de l'insuffisance rénale aiguë. La différence entre les deux, donc, la première, c'est la récupération, elle est totale ou partielle. La deuxième, c'est une atteinte chronique définitive dont il n'y a pas un traitement curatif. Alors qu'en définition, l'insuffisance rénale chronique chez l'adulte, il faut bien, l'objectif du cours, il faut bien définir le stade d'une maladie rénale chronique, connaître les facteurs de progression des maladies rénales chroniques pour le traitement, diagnostiquer les complications d'une maladie rénale chronique et expliquer aux malades les modalités du traitement en cas d'insuffisance rénale chronique terminale. Alors, on va définir l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique, elle est définie par une diminution irréversible du débit de filtration glomérulaire. Le débit de filtration glomérulaire, c'est un indicateur du fonctionnement rénal. Il résulte. L'insuffisance rénale chronique, c'est le résultat soit d'une maladie rénale chronique ou bien d'une insuffisance rénale aiguë non traitée. Ce qui fait un patient qui a eu une agression aiguë sur le rein, soit mal traité ou bien traité mais non récupéré. Donc, résultat, une insuffisance rénale chronique. Alors, pour l'insuffisance rénale chronique, elle est définie par l'existence d'une atteinte rénale pendant plus de 3 mois. Moins de 3 mois, c'est une atteinte aiguë. Plus de 3 mois, c'est une atteinte chronique. Voilà. Le débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 millilitres par minute. La présence la présence d'une atteinte morphologique du rein ou histologique et ou l'anomalie au niveau des compositions du sang ou les urines. Je vais vous expliquer. La maladie rénale chronique, c'est quoi? C'est la présence des signes suivants pendant plus de 3 mois. Par exemple, un patient qui a un débit inférieur à 60 millilitres par minute. Donc, ici, pendant plus de 3 mois. Le diagnostic, c'est une maladie rénale chronique. Et ou atteinte morphologique du rein. Par exemple, une malformation des deux reins. Et ou atteinte histologique. Par exemple, à l'histologie, il y a une atteinte rénale. C'est une maladie rénale chronique. Attention, la durée pendant plus de 3 mois. Ou bien l'anomalie au niveau du sang. Par exemple, une élévation de la créatinine pendant plus de 3 mois ou élévation de l'urée pendant plus de 3 mois. Ou bien anomalie au niveau des sédiments urinaires. Par exemple, un malade qui présente une protéinurie ou bien une hématurie ou une hématurie pendant plus de 3 mois. Attention, je ne parle pas du syndrome néphritique, je parle des autres atteintes d'une maladie rénale chronique. Les principales causes de l'insuffisance rénale chronique sont, c'est quoi? Je vais vous citer les étiologies. La plus fréquente, c'est les néphropathies vasculaires ou hypertensives. La deuxième, néphropathie diabétique, surtout le diabétique type 2. Les glomérulonéphrite chroniques, par exemple, un malade qui présente une GEM ou bien HSF. HSF, c'est quoi? L'HSF, c'est un syndrome néphrotique de l'adulte, mais avec une destruction importante du capital néphronique. C'est une glomérulonéphrite chronique. Elle peut évoluer vers l'insuffisance rénale chronique. Néphropathie héréditaire. La plus fréquente, c'est la polykystose rénale, autosomique dominante. Néphropathie interstitielle chronique, elle est rare. Et les néphropathies d'origine indéterminée. Ce qui fait si le patient il est admis en urgence pour une séance de dialyse en urgence. Le diagnostic, une insuffisance rénale chronique. Après exploration, on trouve ni atteinte vasculaire, le patient n'est pas diabétique, aucune atteinte héréditaire dans la famille, pas de glomérulonéphrite, ni atteinte interstitielle. Ici, il est classé comme d'origine indéterminée. Le risque de développer une insuffisance rénale chronique, il est élevé chez certains patients, donc, comme des futurs médecins généralistes ou bien de futurs spécialistes non néphrologues, la population à risque
à surveiller parce que cette population, elle risque de développer une insuffisance rénale chronique. Un patient hypertendu, quel que soit traité ou non, un patient diabétique, un patient âgé, plus de 60 ans, les patients obèses, bien sûr, les patients avec une infection urinaire à répétition, lithiase rénale à répétition, c'est la population à risque. Les patients qui présentent une diminution néphronique, par exemple, un rein unique, ou bien après un traumatisme du rein, il a perdu les 2 tiers du rein droit ou bien le rein gauche, ou bien congénital, un patient qui est né par un seul rein, anomalie morphologique. Exposition à des substances néphrotoxiques, par exemple, un patient cancéreux qui a reçu beaucoup de traitements de la chimiothérapie à la cisplate. Donc, ici, c'est une population à risque de développer une insuffisance rénale chronique. Patient avec un antécédent d'une néphropathie aiguë, par exemple, un patient qui a présenté un syndrome néphritique à l'âge jeune, donc c'est une population à risque à surveiller. Les patients avec des antécédents familiaux d'une maladie rénale dans la famille, une maladie auto-immune, bien sûr, un malade ou bien une malade qui présente un lupus, vascularite, connectivite, c'est des populations à risque. L'interniste, il surveille chaque fois la fonction rénale et les sédiments urinaires. Les infections systémiques, bien sûr, les infections systémiques, les états de choc, les maladies cardiovasculaires athéromateuses, aussi c'est une population à risque. Et l'insuffisance cardiaque, c'est une population vraiment à risque. Le traitement, il est difficile. L'insuffisance cardiaque, je déteste le syndrome cardio-rénal parce que ici, la prise en charge, on n'a pas beaucoup de moyens pour prendre correctement un patient. Le diagnostic d'une maladie rénale chronique, c'est quoi? Il faut d'abord, comment on confirme le diagnostic? J'ai dit atteinte rénale pendant plus de 3 mois, préciser le stade et le rythme évolutif. Bien sûr, vous examinez vos patients. Si vous trouvez une insuffisance rénale et le patient il est déshydraté, on n'a pas le droit de dire qu'il s'agit d'une insuffisance rénale chronique. Donc, le patient il est déshydraté, elle est classée comme une insuffisance rénale fonctionnelle jusqu'à preuve du contraire. Faire le diagnostic étiologique, par exemple, un patient diabétique, hypertendu, atteinte athéromateuse, antécédent dans la famille, est-ce qu'il a présenté une néphropathie antérieure aussi. Évaluer et prendre en charge les facteurs de risque, le facteur de progression. Je vais vous expliquer le chapitre, c'est juste les titres. Rechercher le retentissement, calculer le DFG et rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire. La première étape, d'abord, il faut confirmer la maladie rénale chronique. Par quoi? Par la fonction rénale, la créatinine dans le sang. Pourquoi? Pour calculer le DFG. OK? Savoir s'il existe une protéinurie, de l'abscisse, un simple l'abscisse, ou bien l'albuminurie microalgue. On a déjà vu le cours de la protéinurie dans le TD. On a l'abscisse, le dosage pondéré. Savoir s'il existe des anomalies du sédiment urinaire, l'hématurie, leucocyturie, de l'abscisse aussi. Savoir s'il existe une anomalie morphologique du rein. Par quoi? Par l'échographie rénale. C'est facile, le diagnostic de l'insuffisance rénale chronique. Il est basé par quoi? Pardon, d'une maladie rénale chronique. Parce que maintenant, on parle des maladies rénales chroniques. Ce n'est pas d'une insuffisance rénale chronique. Maladie rénale chronique, comment vous confirmez le diagnostic? Par la créatinine, l'échographie, le l'abscisse. Simple. Le DFG. Alors, le DFG, comment on calcule? Généralement, on calcule par la méthode de MDR pour qu'on puisse classer l'insuffisance rénale, pour qu'on puisse classer l'insuffisance rénale chronique. Et on a le MDRD et CKD et Cochrane. Moi, j'utilise MDRD dans ma consultation spécialisée pour classer l'insuffisance rénale chronique. J'utilise la formule de Cochrane lorsque j'utilise le traitement. Adaptation posologique. Par exemple, un oncologue ou bien un infectiologue, il demande l'adaptation du posologie en fonction de la créatinine
il faut que je calcule la formule de Cochrane. On utilise le poids. MDRD, on utilise quoi? On utilise le MDRD, on utilise l'âge et le sexe, et la race blanche ou non. CKD. CKD pour les patients qui ont une créatinine à 13, 13,5, 14. Mais c'est presque comme l'MDRD. On utilise généralement la formule de MDRD et Cochrane. Cochrane pour adapter la posologie du traitement et MDRD pour classer l'insuffisance rénale chronique. Alors, dans le titre, voici le titre, c'est la première étape, on est toujours dans le A, confirmer la maladie rénale chronique. Alors, le caractère d'une maladie rénale chronique, il est évoqué sur plusieurs critères. J'ai dit, elle évolue, c'est une maladie qui évolue depuis plus de 3 mois. Alors, c'est facile. Comment vous confirmer? J'ai expliqué le résumé. C'est quoi une maladie rénale chronique? Anomalie des sédiments urinaires, le LAPS-X, anomalie au niveau de la fonction rénale, l'urée et la créatinine dans le sang, et anomalie morphologique, l'échographie. 3 étapes. Donc, comme tous les chapitres d'une maladie, ça commence par l'interrogatoire. Alors, les antécédents familiaux, l'examen clinique, les examens complémentaires, c'est ça. On a des critères de l'anamnèse, antécédents de maladie, autres maladies rénales, etc. Les critères morphologiques, voici diminution de la taille des reins, c'est des reins de petite taille en cas d'insuffisance rénale chronique, avec perte de la différenciation corticomédulaire. C'est ça la différence entre la maladie rénale chronique et l'atteinte aiguë. Et les critères biologiques, la présence d'une anémie normocytaire non conforme à régénérative. Attention, aussi il y a des pièges. L'insuffisance rénale chronique sans diminution de la taille du rein. On a des malades avec une insuffisance. J'ai dit, l'insuffisance rénale chronique, elle est caractérisée par quoi? Par une anémie, caractérisée par une hypocalcémie, par élévation de l'urée et la créatinine et reins de petite taille. Mais attention, il y a des patients qui ont une insuffisance rénale chronique, mais les reins sont de taille normale à l'échographie. En cas de diabète, en cas d'amylose, en cas d'hydronéphrose bilatérale, en cas d'une polykystose. C'est des reins, on trouve la taille des reins dans les normes. Une insuffisance rénale chronique sans hypocalcémie. Un malade qui présente une insuffisance rénale chronique et un myélome, maladie de Kahler. Insuffisance rénale chronique avec une grosse hypercalcémie surajoutée. Par exemple, mal de pote, sarcoïdose, tuberculose. C'est des maladies qui sont accompagnées d'une hypercalcémie. Donc, si le malade présente une insuffisance rénale chronique, on fait le dosage du calcium, on trouve une calcémie correcte. Insuffisance rénale chronique sans anémie, c'est clair, la polykystose rénale autosomique dominante, il n'y a pas d'anémie. Alors, ici, c'est les IRA. Donc, ici, on a le cours de l'insuffisance rénale chronique. Il faut retenir que dans l'insuffisance rénale chronique, elle est caractérisée par une réduction de la taille des deux reins. Mais s'il y a le patient, il a une amylose rénale ou polykystose ou un diabète, c'est des reins de taille normale. Elle est accompagnée aussi d'une hypocalcémie. Mais par contre, si le malade il présente un myélome, non, vous ne trouvez pas une hypocalcémie. Elle est caractérisée aussi par une anémie, mais en cas d'insuffisance rénale, en cas d'une polykystose rénale, vous ne trouvez pas une anémie. La deuxième étape, alors, j'ai dit la première étape, il faut d'abord affirmer, c'est bon, on a dosé l'urée et la créatinine, on a fait l'échographie rein de petite taille, on a fait l'ANUM, FNS, anémie, hypocalcémie, on a confirmé que les anomalies, il existent pour plus de 3 mois, c'est bon, c'est une insuffisance rénale chronique. Donc, j'ai le droit de calculer la clairance. J'utilise la formule de MDRD pour classer dans mon carton. S'agit-il d'une insuffisance rénale chronique avec une fonction rénale normale? Voici le DFG, il est à 90 plus. C'est le stade de 1.
Le stade 2, insuffisance rénale chronique légère. Elle est comprise entre 60 et 90. Entre 60 et 45, c'est le 3A, légère à modérée. Modérée à sévère, c'est 30-44. Insuffisance rénale chronique sévère, entre 15 et 25. Insuffisance rénale chronique terminale, moins de 15. Donc, on a 90, 90 et 60, 60-45, c'est le 3A. 45 et 30, 30-15, moins de 15. Le 3, il est divisé en deux, 3A et 3B. Donc, la conduite à tenir et les cycles, c'est bon, vous avez calculé MDRD. MDRD, c'est des applications et Cockcroft. Cockcroft, c'est 140 moins l'âge fois le poids divisé par la créatinine au micromole, fois 1,023 s'il s'agit d'un homme, 1,04 s'il s'agit d'une femme. MDRD, c'est une formule très compliquée. J'utilise moi l'application parce qu'elle est compliquée pour une calculatrice scientifique. La conduite à tenir, alors pour le stade 1 et 2, par exemple, la clairance 80, plus de 90, entre 100 et 90, c'est le stade 1. Le stade 2, c'est 90 à 90 à 60. Et l'autre 60-45, l'autre 45 et 30. Alors le 1 et 2, c'est-à-dire on est dans le 90 et 60. La conduite à tenir, c'est quoi? Il faut une progression de la maladie rénale chronique. Ce qui fait, je détecte les facteurs de risque. Il faut détecter les facteurs. Ce qui fait, je vais détecter les facteurs de risque. Pardon. Je vais détecter les facteurs de risque et, je vais détecter les facteurs de risque. Éviter les substances néphrotoxiques. La prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires et prise en charge des comorbidités. Ainsi. En cas d'insuffisance rénale chronique, stade 1 et 2, on détecte les facteurs de risque pour éviter l'aggravation de l'insuffisance rénale. Le stade 3A, il est identique comme le stade 1. Aussi détecter les facteurs de risque pour éviter le passage vers le 3B. Le stade 3B, il faut détecter les facteurs de risque et les traiter pour éviter le passage vers le stade 4. Mais ici, il faut préserver, il faut préserver le capital veineux, pas de cathé périphérique, sauf urgence, pas d'injection intraveineuse. Il faut préserver le capital veineux et vacciner le patient contre l'hépatite B. Le stade 4 aussi, détecter les facteurs de risque, vacciner le malade contre l'hépatite B, préserver le capital veineux et il faut commencer à parler aux patients des modalités du traitement, soit transplantation rénale, soit la dialyse ou bien la dialyse péritonéale. Et le stade 5, il est clair, c'est l'insuffisance rénale chronique terminale. Ici, on dialyse le patient. Pas forcément, hein. Si le patient il a un cousin ou bien un donneur potentiel, on fait la transplantation rénale. Sinon, s'il a choisi la dialyse péritonéale à domicile, aussi. Je vais vous parler du déclin annuel de du DFG. Le déclin physiologique chez un sujet qui ne présente pas une insuffisance rénale chronique, c'est à partir de 40 ans. Un sujet âgé de plus de 40 ans, il perd 1 millilitre par minute par an. Donc, il y a un calcul au bon disant si la clairance elle est à 90. Alors, le déclin annuel modéré, c'est quoi le déclin annuel modéré? Plus de 1, mais inférieur à 5. Ce qui fait, dans l'année,
le sujet, il va perdre entre 1 et 5 millilitres par minute. Par exemple, il a une clairance à 90, l'année prochaine, 85. L'autre année, 80. C'est un déclin modéré. Le déclin rapide, c'est quoi? Une perte de 5 millilitres par minute du TFG par année, par exemple. Plus ou égal, ce qui fait, il peut perdre 10. C'est une néphropathie diabétique, c'est une perte de 12 millilitres par année. Par exemple, si le malade, il a une clairance par exemple, 90, d'ici une année, on peut avoir une perte de 12, donc ça fait 78. La polykystose, c'est 6 millilitres par année. Vous avez vu, si on compare la polykystose rénale, un malade polykystique, il perd moins par rapport à un patient diabétique. Les patients diabétiques, ils perdent rapidement la clairance, qui fait au bout des années, ils perdent 12 millilitres par minute. Alors, donc, avec le contrôle. Mais si les patients, il est mal il peut prendre plus. Troisième étape, j'ai dit, la première étape, il faut confirmer le diagnostic. La deuxième étape, calculer la clairance pour le stade dans le but prendre en charge le malade. Et la troisième étape, c'est faire le diagnostic étiologique d'une maladie rénale causale. Ce qui fait, il faut faire l'étiologie. Parce que si on peut typer, on peut identifier l'étiologie, ça nous facilite le traitement. Et si le malade il est candidat à la transplantation rénale, donc ça nous facilite la prise en charge parce qu'il y a des contre-indications à la transplantation rénale. Donc, il est nécessaire d'identifier l'étiologie ou la cause d'une maladie rénale chronique. Alors, s'agit-il d'un obstacle chronique? C'est facile. C'est par l'interrogatoire et les examens complémentaires. Par exemple, là, je vous présente un dossier des anciens des archives de l'UV, l'angioscan, le uroscan, les échographies, des anciennes échographies, prise en charge chronique. Il est abonné chez un neurologue pour, pour la prise en charge de l'ischia bilatérale, ou bien destruction des urtères, etc. Donc, c'est clair, c'est une atteinte insuffisante rénale chronique secondaire à un obstacle chronique. Ou s'agit-il d'une néphropathie chronique d'origine glomérulaire? Donc, le syndrome glomérulaire, on est d'accord. Si vous faites un lab, si vous trouvez hématurie et protéinurie massive, donc c'est clair, il s'agit d'une atteinte glomérulaire. Alors, néphropathie chronique d'origine interstitielle. Euh, L'atteinte interstitielle, elle est différente. La différence entre l'atteinte glomérulaire, l'abstix, il est riche, l'atteinte interstitielle, l'abstix, il est pauvre. Vous ne trouvez pas une hématurie, vous trouvez une protéinurie aussi de faible débit. Par contre, glomérulaire, une protéinurie de 3. L'HTA, l'HTA, elle est tardive. Là, vous trouvez aussi une leucocyturie sans germe. Le multistix, il y a une coloration des leucocytes, alors le CB, il est stérile. Néphropathie vasculaire, comment on peut, on peut faire le diagnostic? C'est facile. Un patient qui présente une HTA ancienne mal contrôlée, les facteurs de risque, les antécédents cardiovasculaires, AVC, AIT, coronaropathie, dégradation de la peau. Ou bien un patient qui présente une insuffisance rénale suite à une prise d'éthyl-C à 2, l'examen clinique, abolition du cou, le souffle, le trajet vasculaire, anomalie vasculaire, le fond d'œil, les examens complémentaires, le Doppler, l'écho-cœur, le CG, la recherche de HPG. Donc, les néphropathies vasculaires, là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Euh, on a c'est simple. On demande au patient est-ce qu'il a, est-ce qu'il a des, est-ce qu'il a dans la famille des patients qui présentent une maladie rénale chronique ou des patients dialysés, soit dans la forme de l'ascendant ou bien les descendants ou bien dans la patrie.
Donc, comme la troisième étape, j'ai dit, il faut identifier l'étiologie. La première étiologie, il faut chercher un obstacle chronique. Il faut chercher un syndrome glomérulaire aussi, syndrome glomérulaire, ou bien interstitiel chronique, maladie héréditaire, maladie cardiovasculaire ou un patient diabétique. Généralement, c'est simple. C'est par l'interrogatoire des examens cliniques. Surtout, c'est 80% par l'interrogatoire. 70%, je peux identifier la cause par l'interrogatoire. C'est facile. Et les examens aussi, ben, bien, aussi les examens complémentaires. Et le LAPSTIX. LAPSTIX, il nous oriente. Mais généralement, après 5 minutes, je peux identifier la cause. Insuffisance rénale chronique. La quatrième étape, il faut prendre en charge les facteurs de progression. C'est quoi les facteurs de progression? J'ai dit que l'insuffisance rénale chronique, elle est divisée en 5, est divisée en 2A et B. Les facteurs de progression, c'est des facteurs qui causent le passage du stade 1 au stade 2, le stade 2 vers le stade 3A, 3A vers le stade 3B, le 3B vers le 4 et le 4 vers le 7. C'est ça le facteur de progression. Donc, quatrième étape, il faut prendre en charge le facteur. Je vais expliquer en détail. Le premier facteur de progression est responsable d'une perte du capital néphronique et une diminution du DFG. Ce qui fait par exemple, votre patient qui présente une insuffisance rénale chronique stade 2 risque de passer vers le stade 3. Les facteurs de progression, je vais citer un par un. Premier, c'est la tension artérielle. Le contrôle et la protéinurie. C'est des amis, la tension artérielle et la protéinurie. La pression artérielle doit être inférieure à 13. Les patients qui présentent une urine supérieure à. Alors, qu'est-ce que vous faites? Un patient qui présente une insuffisance rénale chronique, vous dosez la micro-algue. C'est bon. Elle est supérieure à 30 mg par 24 heures. Il faut cibler la tension à 13,8, inférieure à 13,8. Si la protéinurie elle est inférieure à 30, il faut la cibler inférieure à 14,9. Un patient, tension artérielle, donc un patient diabétique ou non, qui présente une albuminurie supérieure à 30, il faut la cibler à inférieure à 13,80. Inférieure à 14,9 chez les patients avec albuminurie. Supérieure à 11, systolique. Dans tous les cas. Attention, à ne pas baisser moins de 11. Ce qui fait moins de 13,8 chez un patient avec une anomalie dans les urines. Un patient qui n'a pas des anomalies dans les urines, par exemple, qui n'a pas de protéinurie, c'est pas grave si je trouve 13,8,5. Voici. La tension artérielle, c'est un facteur de progression. Par exemple, si mon patient il a une tension artérielle de 15,9, ce patient, d'ici 2 à 3 mois, il va avoir une perte ou bien une dégradation de la fonction rénale. Le blocage du système rénal, pardon, le traitement, je vais vous parler du traitement. Le traitement, c'est quoi? Les IEC et les ARA2. Le blocage du système rénine-angiotensin. Pourquoi je bloque le système rénine-angiotensin? Pour diminuer la microalbuminurie. Parce que la microalbuminurie, elle est toxique. Donc, il est préférable de la bloquer. Éviter la fuite des protéines. Je bloque le système rénine-angiotensin. J'utilise soit les IEC, soit les ARA2. Je vais vous donner un exemple. IEC, le Lopsil, Triatec, ARA2, la Propel, le Tareg. Donc, vous êtes libre de traiter. Alors, j'ai mentionné que je suis en train d'expliquer au fur et à mesure le texte.
diminution de la pression. Alors, si votre patient, il présente une proteinurie alors que sa tension artérielle, elle est normale, bon, il faut aussi utiliser les IEC et les ARA2. Alors, la question, c'est quoi? Le patient, il me répond, je ne suis pas hypertendu. Pourquoi vous me donnez un traitement anti-hypertenseur? Ben, je lui explique qu'il a une protéinurie importante. Elle risque de faire une toxicité à long terme de votre capital néphronique et l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique. Ici, je parle de la maladie rénale chronique. Un patient avec une fonction rénale normale. Donc, il peut faire une insuffisance rénale chronique. Donc, je donne un ARA2 ou IEC. Par exemple, un patient diabétique, c'est le traitement néphroprotecteur. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas, chez un patient normotondie, si j'utilise les ARA2 et je baisse la tension, par exemple, d'ici 3 jours, il se présente dans la structure néphrologique. Et pour la prise en charge d'une hypotension, il faut arrêter le traitement. Deux, j'ai dit, le premier facteur de progression, c'est la protéinurie et la tension artérielle. Comment on traite? Par baisser les chiffres tensionnels. Donc, une protéinurie, il faut bloquer le système rénine-angiotensine. Deux, bloquer les épisodes d'insuffisance rénale aiguë. Eh bien, un patient avec une insuffisance rénale chronique, il a le droit de faire une insuffisance rénale aiguë. Par exemple, votre patient, il a une insuffisance rénale chronique, stade A, 3A. Supposons que votre patient, il a eu des diarrhées importantes. Ici, je parle d'une insuffisance rénale aiguë sur un fond chronique. Ce qui fait votre malade, il est chronique. Les néphrons qui restent, ils souffrent d'une atteinte aiguë. Donc, il faut sauver les néphrons qui restent pour revenir à la créatinine antérieure. Je vais pas, la dernière fois, j'ai dit l'IRA, c'est quoi? C'est une atteinte, la fonction, elle est normale. Après traitement, c'est-à-dire elle est réversible. Donc, un patient chronique avec une insuffisance rénale chronique, il traite l'insuffisance rénale aiguë. Si je traite l'insuffisance rénale aiguë, je reviens à la valeur initiale. Je ne vais pas corriger, je ne vais pas revenir à la créatinine normale. Je reviens à la créatinine antérieure. antérieure. Généralement, j'ai expliqué les causes de l'IRA. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc, un patient qui présente une IRC, il a le droit de tout faire. Il a le droit de faire une pyélonéphrite, une déshydratation, un obstacle, une toxicité aux AINS, aux IEC. Alors, pour éviter la question, votre question, vous me dites, dans l'HTA, vous préférez l'utilisation de l'IEC et les ARA2. Alors ici, vous dites que les IEC et les ARA2, ils ont les IEC et les ARA2, ils ont une action néphrotoxique. Oui, ils sont toxiques chez un patient déshydraté. Par exemple, mon patient, il présente une insuffisance rénale chronique, il est déshydraté, il fait la chimiothérapie, par exemple, il a un obstacle, il a une infection, c'est normal que l'IEC et les ARA2, ils vont être toxiques pour ces reins. Par contre, s'il est normal, il n'y a rien, il n'y a pas d'une atteinte aiguë, donc je peux prescrire pour la protection. 3. Le régime hypoprotidique. Alors, le 1, c'est la tension artérielle. Le 2, traiter l'insuffisance rénale aiguë si elle s'installe. 3, un régime hypoprotidique. Chez un patient, il est indiqué chez un patient avec DFG inférieur à 60. Ce qui fait les régimes hypoprotidiques, il est indiqué dans le stade 2. Donc, il est à 0,8 à 1 g par kilo par jour. L'apport calorique, il est à 35 calories par kilo par jour. Et il faut une prise en charge diététique pour éviter la dénutrition. 4. Si votre patient il est diabétique, il faut cible de l'hémoglobine glycée, moins de 6, moins de 7 si elle est de stade 3, moins de 8 si le stade de 4 et 7.
par exemple, un patient qui présente un stade de 4, je ne vais pas attendre que l'hémoglobine glyquée, je trouve à 5,5. Par exemple, votre patient, il présente le stade 2. Il se présente avec un glyqué à 10. Alors, c'est un facteur de progression. Il va dégrader la fonction rénale. Il faut corriger l'hémoglobine glyquée. On joue sur l'insulinothérapie ou bien les ADO. Là, il faut corriger la glycémie. J'ai dit, c'est bon, on est d'accord. Les facteurs de risque, c'est quoi? La tension artérielle, euh, une atteinte aiguë, c'est-à-dire une insuffisance rénale aiguë surajoutée. 3, un régime protéique. 4, l'hémoglobine glyquée chez les patients diabétiques. 5, l'arrêt vital. Ces facteurs, si vous luttez contre ces facteurs, vous stoppez l'insuffisance rénale chronique dans le stade 2, ou bien le stade 3, ou bien le stade 4. Ce qui fait le ralentir le passage vers une atteinte chronique. 5e étape, il faut rechercher les facteurs de risque cardiovasculaires. Les facteurs. Première étape, j'ai dit, il faut confirmer le diagnostic qu'il s'agit d'une insuffisance rénale chronique. Deuxième étape, les étiologies. 3, les facteurs de risque. Les facteurs de risque. Pardon. Première étape, il faut affirmer le diagnostic. Il faut confirmer le diagnostic. Deuxième étape, classer l'insuffisance rénale chronique. Troisième étape, il faut identifier les causes. Quatrième étape, identifier les facteurs de risque, les facteurs de progression responsables d'une dégradation de la fonction rénale. Et 5, il faut rechercher les facteurs de risque cardiovasculaires. Les facteurs de risque cardiovasculaires, elle est très, très importante parce que c'est des patients, c'est quoi les facteurs de risque cardiovasculaires? C'est l'HTA, la dyslipidémie, il faut un bon contrôle du triglycéride, de cholestérol, le diabète, le glycée, le tabac, et est-ce que la sédentarité, l'inactivité et lutter contre les facteurs de risque. C'est bon. J'ai terminé le cours de l'insuffisance rénale chronique. Le cours de l'insuffisance rénale chronique, il est basé sur la définition, c'est une atteinte irréversible de la fonction rénale. Une maladie rénale chronique, elle est caractérisée par une atteinte de la fonction rénale, l'urécréa, atteinte du sédiment urinaire, le l'abscisse, atteinte morphologique à l'échographie pendant une période de plus de 3 mois. Moins de 3 mois, je n'ai pas le droit de parler d'une insuffisance rénale chronique ou maladie rénale chronique. Comment vous confirmez le diagnostic de l'insuffisance rénale chronique? Par l'interrogatoire et le dosage sanguin, l'urécréa, la calcémie, c'est l'anémie, l'anémie, l'échographie rénale. Démarche diagnostique, il faut d'abord confirmer qu'il s'agit d'une IRC, classer, votre patient, il est sur quel stade, par exemple, s'il est dans le stade 2 ou 3, identifier l'étiologie, s'agit-il d'un patient diabétique, s'agit-il d'un patient, une maladie héréditaire, obstacle chronique, atteinte interstitielle, une glomérulonéphrite chronique. L'étape suivante, identifier les facteurs de risque. Pourquoi? Si on n'identifie pas le facteur de risque, on ne peut pas stopper l'évolution vers le stade suivant. Par exemple, votre patient, il est diabétique. Si votre diabète est déséquilibré, vous n'attendez pas que dans le prochain rendez-vous, que vous trouvez une créatinine normale. Puis, la 5e étape, il faut rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est ça le cours de l'insuffisance rénale chronique. Maintenant, je vais parler des complications. Les complications de l'insuffisance rénale chronique, c'est un autre chapitre. Les complications importantes. Après le cerveau, le corps et le poumon. Il y a le rang, voici, vous pouvez lire l'élimination des toxines, notamment les toxines dérivées du catabolisme azoté, l'homéostasie, la régulation
de l'équilibre acide-base et hydroélectrolytique, ben, c'est l'équilibre acide-base et hydroélectrolytique. Je parle de carbonate, potassium, sodium. Et il assure une fonction endocrine, c'est la synthèse de l'érythropoïétine et la vitamine C. Généralement, chez les patients avec un DSG, c'est-à-dire une clairance plus de 60, il n'y a pas de complications. Les complications, elles commencent à partir d'un DSG plus de 60. Je commence par les conséquences cardiovasculaires. La plus importante, l'HTA. Alors, l'HTA, c'est en fonction de l'étiologie, étiologie par étiologie. Par exemple, si votre patient il présente une néphropathie vasculaire, ou bien une atteinte glomérulaire, ou bien une maladie, une polykystose, c'est une HTA, parce que c'est une néphropathie vasculaire. Ou bien, parfois, vous trouvez une HTA volodépendante. C'est quoi une HTA volodépendante? Le patient il se présente par un syndrome œdémateux, ce qui fait une rétention hydrosodée. Ici, je n'ai pas le droit de traiter le malade directement par un IEC ARA2, il faut le dépléter. J'utilise un diurétique, oui, et le contrôle de la tension artérielle. Si ça normalise, donc ce n'est pas une HCA, c'est une HCA volodépendante. Dès qu'on a fait une restriction hydrosodée, il n'y a pas une hypertension artérielle. Voici la tension artérielle. Les conséquences cardiovasculaires, l'HTA. Lésions artérielles, l'athérosclérose et l'artériosclérose. Alors, les facteurs de risque vasculaire, c'est l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, augmentation du LDL, surtout en cas d'une protéinurie, le tabac, le diabète, l'âge, les facteurs spécifiques du méthode. Alors, les conséquences cardiovasculaires, on a l'HTA, on a les lésions artérielles. Les lésions artérielles, il faut identifier la population à risque. La dyslipidémie, la protéinurie, le tabac, le diabète. Votre malade, est-ce qu'il présente une atteinte du métabolisme phosphocalcique, médiacalcose? C'est normal. Si le patient il présente des complications phosphocalciques, vous trouvez une atteinte des lésions artérielles qui sont installées. L'atteinte cardiaque, c'est l'HVG chez les patients hypertendus, on est d'accord. Les anémies, l'anémie, elle est responsable d'une atteinte cardiaque. Les calcifications vasculaires et coronariennes, ils sont constantes. Les cardiopathies uriniques, l'étiologie plurifactorielle des toxines uriniques. On est d'accord. Le chapitre des complications cardiovasculaires. On a l'HTA, les lésions artérielles, l'athérosclérose et l'artériosclérose et l'atteinte cardiaque. Un patient avec une insuffisance rénale chronique, il a la complication, il commence à faire des complications. La première, c'est les complications cardiovasculaires. C'est quoi ces complications? L'hypertension, les lésions artérielles et l'atteinte cardiaque. L'atteinte cardiaque, l'HVG, on a diminution de la fonction du VG, etc. Les calcifications valvulaires et cardiopathie, les autres cardiopathies urinigènes. Alors, le trouble du métabolisme. Deuxième complication du métabolisme phosphocalcique. On parle d'une maladie osseuse rénale. Un patient avec une insuffisance rénale chronique, il va développer des complications osseuses. Alors, c'est quoi par quoi? Par l'hyperthyroïdie secondaire, le déficit en vitamine D, le rein qui fabrique le 1-alpha-hydroxydase. Alors, vous imaginez, si on n'a pas, il y a un déficit, c'est normal qu'on a une hypocalcémie, l'hyperphosphorémie liée à la diminution de l'excrétion rénale du phosphore. Votre patient, le rein de votre patient, il fonctionne mal. Vous n'attendez pas que le phosphore, il va être éliminé totalement. Non, que partiellement. L'acidose métabolique, c'est des patients qui présentent des acidoses. Donc, l'acidose, elle aggrave le capital osseux. Il y a une hormone d'origine osseuse identifiée récemment. Elle permet dans les stades 2 et 3 d'une expression du phosphate malgré une baisse de DHG. L'hormone, le FG, F23, c'est une
hormone responsable d'une sécrétion du phosphate. Malgré votre patient est présent d'une insuffisance rénale chronique. Mais le prix à payer, c'est une maladie rénale qui fait une destruction de l'os. Alors, je vais vous expliquer parce que c'est un texte, l'ostéomalacie prépare le schéma. Alors, le rein, il assure l'activité 1-alpha hydroxylase. C'est quoi l'activité 1-alpha hydroxylase? Si vous revenez, je ne sais pas est-ce que vous avez fait le module? Non, non. Normalement, c'est la physiologie. Deuxième année. C'est en deuxième année. Vous avez fait ce qui est calcitonine, PTH, etc. Le rein, il assure le 1-alpha activité 1-alpha hydroxylase. La vitamine D, soleil et l'alimentation. La vitamine D, il doit être transformé en 1,27 OH. Par quoi? Par l'activité hydroxylase assurée par le rein. Votre rein, il est malade. Donc, il y aura quoi? Un déficit. La vitamine D, il n'y aura pas une transformation de vitamine D en 1,27 OH. L'hormone, la vitamine D active, elle est responsable de quoi? Elle est responsable de l'absorption intestinale du calcium et l'excrétion du phosphore. Mon patient, il a une insuffisance rénale chronique. Donc, la 1-alpha-hydroxylase, elle est atténuée. Donc, il n'y aura pas la vitamine D active. Par conséquent, je n'ai pas d'absorption suffisante du calcium. Par conséquent, vous trouvez une hypocalcémie et une hyperphosphorémie. C'est bon? L'hyperphosphorémie, elle va rester. L'organisme du patient, un patient atteint d'une insuffisance rénale chronique, il va réagir par quoi? La parathyroïde, elle va sécréter la PTH parce qu'il y a une hypocalcémie. Par exemple, c'est des machines. Hein? La PTH, donc le but de la PTH, c'est corriger l'hypocalcémie. Mais le problème, cette hypocalcémie, elle n'est pas aiguë, elle est chronique. Donc la PTH, elle va augmenter. Il y aura une sécrétion du PTH, l'hyperparap secondaire, ce qui fait sécrétion de la parathormone. La parathormone, elle est responsable de quoi? De l'augmentation de l'activité ostéoclastique. Ce qui fait les ostéoclastes, ils détruisent les ostéoblastes. Ce qui fait les ostéoclastes, ils mangent les ostéoblastes, par conséquent, destruction de l'os. En plus, il y a une hormone, le FGF23, sécrétée par l'os, permet d'une sécrétion rénale du phosphore. Elle va aussi détruire l'os. C'est ça les complications osseuses d'un patient avec une maladie rénale chronique. Vous voyez, supposons, si on ne traite pas le patient, il va y avoir des fractures pathologiques et l'ostéodystrophie rénale, ce qui fait des tumeurs brunes diaphysaires ou bien l'ostéomalacie. Mais il y a le traitement, heureusement. Les patients, c'est-à-dire on peut les traiter. Les lésions que j'ai parlé, c'est des lésions observées chez les patients non suivis ou mal suivis. Voilà. Alors, comment on fait la prévention et le traitement? Normalement, si on est dans un amphithéâtre, vous m'aidez. Euh, si je suis donc vous m'aidez. Parfois, je donne je donne l'enzyme qui transforme la vitamine D en vitamine D active. C'est le 1-alpha. Je donne du calcium. Je chélate le phosphore par les chélateurs. Alors, je chélate le phosphore. Et en cas d'hyperpara, ce qui fait ça, c'est trop tard, il y a installation de l'hyperpara, je vais la traiter par le, le milpara, ce qui fait je bloque les récepteurs de la parathormone sensible à l'hypocalcémie, ce qui fait je transforme la glande inactive. Les troubles de l'équilibre acide-base. J'ai dit, l'acidose métabolique, elle survient en cours de l'insuffisance rénale chronique. Pourquoi?
parce qu'il y a un défaut d'élimination de la charge acide. Mais généralement, elle est modérée. Diminution du BICA. Hein? Si on fait l'actométrie, il y a une diminution du BICA. Les cours de la physiopathe, troisième année, acidose métabolique. Alors, augmentation faible du trou anionique, pH est conservé, il est conservé. Alors, cette acidose métabolique chronique, elle a pour conséquence, c'est quoi? Aggraver les lésions osseuses, entraîner une hypercalémie et augmenter le catabolisme musculaire. Vous voyez? Ce qui fait, même l'acidose, voyez, l'insuffisance rénale chronique, elle entraîne une acidose métabolique. Et cette acidose métabolique, aussi, elle participe à d'autres complications, hypercale, maladie osseuse, maladie musculaire. Prévention, c'est clair, le bicarb. Le bicarb. Bicarbonate en gélule, il n'est pas disponible en Algérie. Il n'est pas disponible. Ou l'eau de Vichy. Ici, chez nous, on ne traite pas, malheureusement. Parce qu'on n'a pas les comprimés. Les conséquences endocriniennes, la dénutrition. J'ai dit dans le cours de l'IRC, le régime. Il ne faut pas être sévère dans le régime ou aller trop rapidement. Ben, attention, vous ne mangez pas la viande, ni les œufs, ni les poissons, ni les légumes secs. Il faut les arrêter totalement. Donc, ben, c'est normal que votre patient il va faire une dénutrition. Donc, vous voyez, c'est difficile. Il faut être dans la moitié, ce qui fait éviter un régime hypoprotidique et éviter la dénutrition. Comment je surveille la dénutrition? Par le dosage de l'albumine et la préalbumine, surtout la préalbumine. Toujours on est dans les conséquences métaboliques, l'hyperuricémie. L'hyperuricémie, c'est quoi? C'est l'augmentation de l'acide urique. Parfois, cette augmentation de l'acide urique, elle entraîne une prise de gouttes, une néphropathie goutteuse. Autre complication métabolique, l'hyperlipidémie, soit l'augmentation des triglycérides, soit l'augmentation de cholestérol. Il y a le traitement, hein, le Pavor, le statine et le fibre. Et modification de l'hormone sexuelle, chez impuissance, fertilité diminue, chez la femme, aménorrhée, fertilité diminue, le risque maternel est total important. Attention, les modifications des hormones sexuelles, c'est pas constant, hein? C'est des complications. Je parle des patients non traités ou non suivis. Un patient traité et bien suivi, il ne fait pas ça. Les femmes, ils peuvent accoucher, l'homme, il peut se marier normal. Donc, il n'y aura pas une lésion osseuse. Hein. Je parle des complications. Les conséquences hématologiques. Alors, je vais vous expliquer la physiopathologie de l'anémie en cas d'insuffisance rénale chronique. Je ne sais pas, est-ce que je vais chez moi? Non. Alors, la physiopathie. Le rein, il assure la production de l'érythropoïétine. L'érythropoïétine, c'est une hormone responsable de la synthèse des globules rouges. Si votre rein il est détruit, on a une carence de l'érythropoïétine, du coup, on a une installation d'une anémie monocytaire normochrome arégénérative. L'anémie. Alors, comment la régénérative, taux de RITI, il est bas, moins de 120. C'est clair, le taux de RITI 120. Il est bas, arégénératif. Normochrome, microcytaire, pardon. L'absence le caractère normochrome, c'est-à-dire l'absence du transmartial. Comme vous la normochrome, la normochrome, c'est la carence normocytaire aussi, la carence en folate et la vitamine B. La vitamine B et l'absence d'une inflammation chronique ou aiguë. Ce qui fait, vous demandez la CRP, VS et la ferritinémie. Je ne dose pas la vitamine B12. Par exemple, dans un cas clinique, vous faites le dosage de la vitamine B12. Examen. Mais dans la pratique, non, parce qu'il est très, très cher. Moi, je m'oriente par la VGM. Si je vois le macrocytose, c'est une anémie macrocytaire par déficit en folate. Hein. Microcytaire, soit inflammatoire, soit déficit anémie ferriprine.
Ben, il faut être clinicien parce que, vous voyez, il est cher. Parfois, le patient, il refuse de faire les bilans. Et dans un examen, il faut tout mentionner. Le fer, la vitamine B12, la vitamine B12, et, enfin, pardon, la ferritinémie, la CRP. La CRP à la recherche d'une anémie inflammatoire. Donc, je n'ai pas le droit de dire que le patient, il a une anémie non sidérant alors que la CRP, elle a 3 chiffres, alors que le fer, il est pas. Il faut tout corriger et poser le diagnostic. C'est des patients susceptibles de faire des troubles de l'hémostase. Ces hémorragies, elles sont fréquentes en cas d'insuffisance rénale chronique avancée. Ce sont des patients qui font beaucoup de saignements digestifs occultes. C'est des gastrites. Si vous pratiquez une fibrose, vous trouvez une gastrite. Aussi, le déficit immunitaire. Donc, il est préférable de vacciner vos patients contre la grippe, aussi contre le pneumocoque et l'hépatite B. Les complications hydroélectrolytiques, le bilan de l'eau et de sodium, c'est des patients qui font beaucoup des OAP, les édèmes des membres inférieurs, des pleurésies, donc HTR holodépendantes, par défaut d'excrétion d'eau et de sodium. Donc, pour éviter, il faut, euh, il faut un régime restriction hydrique, hein, limitation. Si c'est un patient énormément tendu, soit un régime dissodé, soit, non, soit moitié-moitié. Ça dépend en fonction de chaque patient. Le bilan en potassium, ce sont des patients qui font beaucoup des hypercalémies. Donc, vous, pour le traitement, je peux les... donc, pourquoi ils font beaucoup des anémies? Déjà, ils sont sous un ARA2 et IEC. Déjà, c'est des patients diabétiques associés à un hyporénémisme. Donc, et des patients qui font l'acidose métabolique. C'est normal que vous trouvez une calémie un petit peu élevée. C'est facile à traiter. Il faut éviter un régime protéique, éviter les fruits riches en potassium, par exemple, bananes, raisins, les légumes, les fruits secs, les dattes. Et corriger l'acidose métabolique et chélater le potassium par le caïxalate. Les autres complications tardives, les conséquences digestives, c'est des complications tardives évolutives, digestives, nausées, vomissements. Ça reflète quoi? Une situation urinique. Pourquoi tardive? C'est des patients non suivis. Impossible. Un patient suivi présente des nausées, des vomissements par complications uriniques, des gastrites, ulcères. Les conséquences neurologiques, c'est 30% fréquentes. Le syndrome des jambes sans repos, polynévrite urinique, encéphalopathie hypertensive, encéphalopathie urinique et les complications cardiaques, la péricardite. Les complications tardives, on a digestives et neurologiques. Les crampes c'est-à-dire déficit en magnésium, hypocalcémie sévère, hypocalémie, polynévrite urinique par l'élévation de l'urée. L'urée, il est toxique pour les nerfs. L'encéphalopathie urinique, ce qui fait que le patient il est comateux. Si vous dialysez votre patient, il va répondre. C'est une coma métabolique. L'encéphalopathie hypertensive. Ce sont des patients hypertendus. Si le patient il est mal suivi, c'est normal qu'il va revenir chez vous pour la prise en charge d'une encéphalopathie hypertensive. Et les conséquences cardiaques, une péricardite urinique. La péricardite, facile à traiter. Les techniques de suppléance de la rénale. Le traitement. On a fait le cours de l'IRC, le cours des complications. Maintenant, le traitement. La transplantation rénale, lorsqu'elle est possible. Le stade 4. Si le patient il a un donneur, on peut commencer. Ce qui fait, avant que le patient il arrive dans le stade de dialyse, on peut faire la transplantation rénale. L'hémodialyse. L'hémodialyse, c'est des dialyses, c'est des séances de 4 heures à raison de 3 séances par semaine. C'est un patient dialysé, maintenant il dialyse. On a le rein artificiel, donc, donc vous pouvez augmenter les apports protéiques, les fruits. Ben, c'est bon, parce qu'il y a le rein artificiel maintenant.
La dialyse péritonéale, c'est des dialyses à domicile, ce qui fait qu'on utilise la surface péritonéale parce que la surface péritonéale, elle a les mêmes fonctions que les glomérules. Donc, on peut profiter et utiliser la surface péritonéale pour faire les échanges. C'est une dialyse à domicile. Le patient est dialyse à domicile. La dialyse, la dialyse péritonéale, elle est indiquée chez un patient qui n'a jamais fait une chirurgie abdominale. Parce que quelle que soit la chirurgie, il y a une destruction du péritoine. Césarienne, cholécystite, etc. Donc, maintenant, c'est bon. On ne peut pas faire la dialyse péritonéale en cas d'abdomen chirurgical. Donc, c'est planification du traitement. Il faut informer les patients au stade d'insuffisance rénale chronique que c'est bon. Il faut d'ici quelques 2 ans, on ne sait pas, on va vous traiter soit par l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale, ou bien la transplantation rénale si tu as un donneur. C'est l'idéal, bien sûr, la transplantation rénale. La précaution, chez les patients, il faut les vacciner contre l'hépatite B. J'ai dit, il faut préserver le capital veineux. Attention, un patient qui présente une insuffisance rénale chronique, un conseil, éviter de faire des injections IV et les cathés périphériques. Il faut préserver le capital veineux, le maximum, le maximum. Parce que si votre patient, il utilise beaucoup par exemple, il se présente beaucoup dans les services pour des schémas. C'est pas grave si on traite une urgence. Mais parfois, un patient, il fait juste du Perpalgon pour une petite grippe ou bien des Solu-Médrol, des injections IV, antibiothérapie IV. Il fait des schémas de réhydratation malgré qu'il n'est pas déshydraté. Donc, c'est des facteurs qui peuvent détruire le capital veineux. Voilà. Le début de l'utilisation de l'hémodialyse. La dialyse, c'est quoi? La dialyse, c'est l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Ce qui fait l'indication. Quand je peux commencer la dialyse. C'est un patient qui présente insuffisance rénale chronique, qui est anémique, il y a altération de la qualité de vie. Par exemple, il ne peut pas pratiquer le sport maintenant, il ne peut pas travailler, retentissement sur le travail, les crampes, l'insomnie, les œdèmes, HTR mal contrôlé. La biologie, urée élevée, la créatinine, si elle est hypercalémie, donc c'est clair, c'est facile. Voilà. Donc, j'ai divisé le cours de l'IRC en premier cours, insuffisance rénale chronique, deuxième chapitre, les complications, troisième chapitre, le traitement. Voici s'il est compliqué le cours, ce qui fait parfois, j'oublie que mon patient il a une insuffisance rénale chronique tellement je m'acharne sur les facteurs de progression. Je me trouve face à traiter l'HTR, le diabète, le dyslipidémie. Donc, je n'ai pas parlé chez patients diabétiques, les ADO. Les ADO, chez les patients, il est préférable de traiter les patients par l'insuline dès que la clairance elle est inférieure à 30. Plus de 30, ce n'est pas grave. Moins de 30, il faut traiter par l'insuline. Pourquoi? Ce n'est pas le traitement diabétique par voie orale qui est toxique pour le rein. Non, il n'est pas toxique, mais il entraîne une acidose lactique. Voilà. Et qui dit acidose dit hypercalie. Maintenant, séance question. Je vais passer à la séance question. Voilà. Je pense que je vais. Alors, s'il vous plaît, confirmez ce que vous m'entendez. Oui, monsieur. La première question, c'est Alors, pourquoi pourquoi la polykystose, elle ne s'accompagne pas d'une anémie? Oui, c'est ça. Oui, parce que les kystes, ils entraînent une compression au niveau des glomérules, l'appareil juxtaglomérulaire et entraînent une hypoxie. Cette hypoxie, elle est responsable d'une élévation de la sécrétion de l'érythropoïétine. Cette élévation un patient qui a une élévation de l'érythropoïétine, il ne fait pas d'anémie.
Au contraire, il a les joues toujours rouges. C'est bon? Les KISS, ils prennent une hypoxie. L'hypoxie, elle va de l'érythropoïétine. Voilà. Comment faire la différence entre une insuffisance rénale chronique qui évolue plus de 3 mois, asymptomatique jusqu'à l'apparition d'une insuffisance rénale chronique? Comment faire la différence entre une IRC jusqu'à l'apparition d'une insuffisance rénale? Alors, l'insuffisance rénale chronique, c'est une maladie, c'est indolore. C'est dans le sang. La différence entre l'insuffisance rénale aiguë et chronique. C'est clair, hein, la différence, c'est la biologie. Parfois, je ne peux pas confirmer. Hein. Si le malade il se présente à la consultation avec une créatinine de 20, je parle, le premier bilan, c'est 20. Est-ce que j'ai le droit de dire une IRC? Non. Je demande une échographie. Si je trouve rien de petite taille, c'est une maladie chronique. Si je trouve un rein de taille normale, non. C'est l'interrogatoire. Je vais vous donner un truc facile. L'échographie et la calcémie et FNS. FNS correct, calcémie correcte, rein de taille, échographie normale, c'est pas une insuffisance rénale chronique. Il y a des facteurs, il y a des trucs, c'est pas du maths, mais pour faciliter. Faire la différence, l'IRA, elle est facile. L'IRA, c'est, vous trouvez, j'ai dit l'IRA la dernière fois, l'IRA, c'est déshydratation, l'IRA rénale, c'est l'obstacle. C'est l'insuffisance rénale aiguë, c'est une insuffisance rénale brutale. Un maladie, il est normal, d'un seul coup, il fait une insuffisance rénale. Par contre, chronique, c'est une, c'est une période de plus de 3 mois. Et elle devient symptomatique en l'absence de traitement. Votre patient, il peut être asymptomatique durant la période du stade 1. Il peut rester asymptomatique s'il est très, très bien pris en charge. Voilà. Alors, les aliments interdits chez l'insuffisance rénale chronique, et voilà. La ration hydrique, oui, très bonne question. Donc, les aliments, c'est les protéines, quelles que soient. Euh, la viande rouge et blanche, ce qui fait les poissons, les œufs, la viande, les légumes secs. Les légumes secs. Alors, le régime, il est indiqué dans le stade 2, le stade 3, le stade 4. Le stade 5, s'il dialyse, vous pouvez augmenter le régime. Pourquoi? Parce que c'est bon, le rein, il est détruit. Maintenant, on a le rein artificiel. Qu'est-ce que je vais préserver? J'ai le rein artificiel, donc il peut manger. Par contre, avant la dialyse, je diminue les protéines. Le poids, c'est généralement s'il pèse, par exemple, s'il pèse 80 kilos, on a 80 grammes de protéines par jour. Alors, moi, je ne peux pas. 80 grammes, c'est par exemple 2 bols de viande hachée ou là, quelques types de poissons, 80 grammes par jour. Ou bien 160 un jour sur deux. Par exemple, le patient, aujourd'hui, il ne va pas manger de la viande, demain, il peut manger 160. Voilà. La ration hydrique, si le patient, il peut uriner, il est libre de prendre de l'eau. Normal, il est libre. Par contre, un patient qui ne peut pas uriner, ici, il faut quantifier la duresse, il faut lui dire que tu dois, le bilan hydrique, par exemple, s'il il urine, par exemple, 1 litre, il peut boire 1 litre. Attention, ce n'est pas de l'eau. Le liquide, y compris les soupes, café, lait, tout ce qui est liquide. S'il urine 1 litre, il a le droit de 1 litre de liquide et il est libre de la répartir. Alors, la relation entre l'insuffisance rénale chronique et les troubles sexuels, c'est les gonadiques, c'est des complications hormonales. Hein. La physiopathe, c'est la physiopathe. C'est l'urée. Oui. L'urée, si vous faites des recherches, l'urée, il est composé de quoi et la créatinine. La dégradation, elle est toxique pour les glandes, par exemple pour les ovaires, pour la prostate. Ce qui est, et aussi, elle est toxique pour les nerfs. Généralement, les troubles sexuels chez l'homme, c'est généralement nerveuse. Voilà. Et aussi vitaminique. Pourquoi? Parce que moi, je suis un médecin. J'ai demandé aux patients de faire un régime. Alors, un régime pauvre en protéines, il génère
je ne suis pas étonné s'il y a, par exemple, votre patient, il ne mange pas de la viande. Il mange que 80 milligrammes, 80 grammes par jour. Alors, sûrement, je trouve un déficit en vitamine E, vitamine B1, B6, B12, un déficit parce que c'est des vitamines trouvées dans les protéines généralement. Donc, moi, maintenant, je suis en train de prescrire les vitamines. Donc, je ne peux pas donner, augmenter la ration protéique pour que mon patient, il peut avoir une valeur vitaminique normale. Non, le régime hypoprotéique est donné de vitamines. Il y a la vitamine E, il y a la vitamine B1, B6, il y a la vitamine B12 injectable. Donc, c'est bon, on peut les traiter. Alors, comment on peut détecter cette IRA surajoutée? Oui, cette IRA surajoutée dans l'hospitalisation. C'est dans l'hospitalisation. C'est par exemple un malade, il est stable, il présente une insuffisance rénale stable. D'un seul coup, il se présente chez nous, ou bien les urgences, ou bien, je ne sais pas, pour une insuffisance rénale chronique. Par exemple, si le patient, il présente une IRC, insuffisance rénale chronique, stable, 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 il peut avoir une toxicité médicamenteuse. J'ai beaucoup de patients avec une insuffisance rénale chronique. Il a consulté pour une douleur chez un traumatologue, pour une fracture, et il a pris des AIMS. Il a fait une insuffisance rénale aiguë surajouté. Donc, il faut arrêter les AINS, il faut traiter cette insuffisance rénale aiguë pour revenir au stade initial. Par exemple, votre patient, il a une créatinine à 20. C'est une insuffisance rénale chronique. S'il est déshydraté, intoxication alimentaire, c'est normal que vous trouvez la créatinine à 40. Ici, je réhydrate le patient pour que la créate revienne à 20. Elle ne va pas revenir à l'état normal parce que c'est chronique. Les polynéphrite, l'atteinte, elle est secondaire à l'urée parce que l'urée, il est toxique. L'urée, c'est des toxines urémiques. La polynéphrite, tout ce qui est atteinte neurologique, soit encéphalique ou bien atteinte encéphalopathie urémique ou la polynéphrite urémique, c'est l'urée. Le traitement, c'est diminuer l'urée. Ce n'est pas la créatinine. L'urée, il est toxique. Les médicaments contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale chronique, c'est les anti-inflammatoires, la gentamicine, l'amicacine et les anti-inflammatoires généralement. Pour moi, il y a des médicaments contre-indiqués. Mais s'il y a une urgence, par exemple, votre patient hospitalisé dans le service de l'infection, tous les antibiotiques, ils sont résistants. Il n'a qu'un seul type d'antibiotique sensible, la gentamicine. Donc, la gentamicine, elle est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale chronique. Le patient, il est en train de faire une infection. Je peux utiliser que la genta. Donc, j'utilise la genta, mais je l'adapte en fonction de la créatinine. Ici, on fait l'adaptation de la posologie. Mais en général, il faut éviter les AINS, il faut éviter la gentamicine, il faut éviter les produits de contraste iodé. Alors, pour l'anémie et la polykystose, oui, je vais répéter, c'est l'hypoxie. Tellement le rein, il a beaucoup, beaucoup de kystes, il y aura une hypoxie au niveau du rein, hypersécrétion de l'érythropoïétine. Donc, c'est les patients qui ne font pas d'anémie. Quels sont les antibiotiques contre-indiqués? L'amicacine et généralement, l'amicacine, la gentamicine, Bactrim. On n'a pas, on n'a pas des médicaments des antibiotiques contre-indiqués. Oui, contre-indiqués à une dose normale. Mais je peux prescrire les antibiotiques qui sont contre-indiqués et je l'adapte le traitement en fonction de la créatinine. Ce qui fait que je calcule la clairance concrète et je donne les antibiotiques en fonction de la créatine. Est-ce qu'on traite un diabétique mal équilibré avec une altération de l'état général
une fonction rénale perturbée en faveur d'une insuffisance rénale chronique terminale, hypercalémie, ionogramme, par la dialyse, sans confirmer la chronicité de 3 mois. Oui, si vous trouvez rein de petite taille, c'est bon. Rein de petite taille, c'est une insuffisance rénale chronique terminale. C'est bon. Par exemple, c'est bon, ça y est, le rein, il est de rein de petite taille, ça confirme l'évolution plus de 3 mois. Par exemple, rein de petite taille. Sûrement le médecin, il a confirmé par l'échographie puisqu'il a indiqué la dialyse. Ben, les protéines, le catabolisme, oui, pourquoi on ne peut pas prendre les protéines? Les protéines, ils sont responsables d'une élévation de la créatinine. Si vous faites, c'est dans la biochimie, la dégradation des protéines, elle entraîne une augmentation de l'urée et la créatine. Donc, imagine votre patient, déjà, il a une créate élevée et je le, je le surcharge en protéines animales. Voilà. De rien. Merci. Merci. Donc, voilà. Très bien. Donc, juste, il faut, pour la prise en charge d'une insuffisance rénale chronique, euh, l'insuffisance rénale chronique, il faut faire un dossier en tableau. C'est mieux pour que le patient il sera très, très bien pris en charge. Parce que c'est des patients qu'on le voit beaucoup dans la consultation chaque 3 mois, chaque 6 mois. Donc, des années et des années, hein. La prise en charge, c'est pas comme, par exemple, une infection urinaire traitée. Et le patient, il va revenir plusieurs fois chez son médecin traitant. Voilà. Donc, de rien. Et je vous souhaite un bon week-end. Pour nous, tout ça. La prochaine fois, ben, je m'excuse pour le retard. Vraiment, vraiment, on est dépassé. Donc, peut-être, ouais, donc la réquisition, la rééducation, traumato, on travaille maintenant le Covid. On travaille pas là. Voilà. Et pardon, il y a récemment le Covid, la pandémie du Covid, elle entraîne une insuffisance rénale aiguë. Oui, oui. Donc, elle est fonctionnelle généralement. C'est une insuffisance rénale aiguë ou bien inflammatoire. On a eu des cas. On a eu des cas. Aujourd'hui, j'ai reçu 3. Voilà. La Merci prochaine beaucoup, fois, docteur. ben, je pense, soit samedi, soit demain. D'accord. Si je termine mon cours de syndrome néphrotique, on le fait le samedi. On le fait le samedi. Si je termine le syndrome néphrotique. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Et bon week-end. Salam alaikum.